Donc, je voulais discuter avec toi, Thibaut, de la différence entre les élèves. Il y a des élèves qui réussissent bien, des élèves qui réussissent moins bien. Moi, j'avais également le cas quand je faisais des formations. Après, je pourrais peut-être raconter deux, trois anecdotes qui, pour moi, sont vraiment très intéressantes pour comprendre ce qui peut des fois expliquer le succès et ce qui peut des fois expliquer le non-succès dans une formation ou dans quoi que ce soit dans la vie. Mais je voulais déjà avoir ton point de vue. Donc toi, avec ton expérience de formateur, donc ça fait quand même maintenant quelques années que tu as des élèves. Et du coup, je le vois toutes les semaines, c'est moi qui m'occupe des newsletters, donc je vois certains de tes élèves pour qui ça marche vraiment bien. Je pense à Giorgio par exemple. Là, tu viens de finir un séminaire. Dans le séminaire, tu en as un qui a vraiment bien performé, deux autres où c'était moins bien. Et du coup, je voulais avoir ton avis et qu'on discute de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique en fait la différence de résultats entre un élève et un autre, d'après toi et en fonction du coup de ta méthodologie? Alors c'est une bonne question. Déjà, je pense que c'est une question de conviction. Le trading, c'est uniquement des convictions sur sa méthode, sur ses capacités de respecter à la lettre ses règles et de ne pas douter quand on fait une série de pertes, parce que je pense que finalement, le plus dur, c'est d'accepter les pertes sans dévier de sa méthode et pouvoir enchaîner une, deux, cinq, 10 pertes d'affilée. Surtout dans le style de trading qu'on a aujourd'hui, c'est un style de trading qui n'est pas forcément avec un taux de réussite très élevé. Donc j'aurais tendance à dire c'est plutôt le respect de sa méthode et puis voilà. Donc plus psychologique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à tenir bon quand ils font des paires d'affilée, ils perdent pas trop la confiance, alors que d'autres perdraient la confiance. Oui, c'est dur en fait, quand on n'a jamais gagné, c'est dur de commencer par une, deux, cinq, 10 pertes. On peut pas prétendre avoir un très bon niveau quand on débute. Et même les meilleurs swing traders ont rarement un taux de réussite en moyenne de au-delà de 50%. Alors ça dépend des styles, mais ouais, c'est psychologique. Avoir confiance en la méthode, pouvoir répéter le process encore et encore, même en faisant des petites pertes, jusqu'à atteindre un résultat qui puisse compenser toutes ces petites pertes. Voilà. Donc un trade qui va effacer les 5 ou 10 trades perdants. Si, si je vais prendre l'exemple de deux élèves, on va dire, deux élèves que tu as, donc Giorgio et du coup un autre élève, en quoi le fait de ne pas pouvoir encaisser les pertes pour un élève par exemple qui arrive pas, qui continue à perdre, en quoi le fait de ne pas pouvoir encaisser des pertes fait qu'il perd? Parce que c'est un peu bizarre, tu vois, c'est genre, c'est comme si on disait, il perd parce qu'en fait il a fait des pertes, alors que l'autre il gagne parce qu'il a fait des gains. Alors je comprends qu'il y a l'aspect psychologie derrière, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui perd et qui a pas du coup le mental pour encaisser ses pertes, fait qu'il continuera à perdre? Genre, tu peux pas attirer les trades perdants. Il y a pas de loi d'attraction dans le trading. Attirer des pertes, c'est pas forcément le cas. Euh, je pense en tout cas dans le trading qu'on fait, qu'on a un taux de réussite qui est extrêmement faible. Donc quoi qu'il arrive, on aura des séries de pertes qui vont être assez longues. Et donc, c'est plutôt surmonter ces séries-là, en attendant le trade qui va venir balayer toutes ces pertes et faire de la performance sans changer de méthode. Et puis, il y a aussi une question de gestion de ces trades-là. Euh, Avoir un stop très court ou court, c'est la solution, à mon sens, pour pouvoir balayer toutes ces pertes, parce que si on a des stops trop larges, on va demander au marché de faire des mouvements importants, donc on n'a pas les probabilités d'avoir suffisamment d'opportunités qui répondent à ces critères-là. Donc ouais, il y a deux facteurs, c'est pouvoir encaisser une suite de trades perdants et derrière avoir une bonne gestion avec des trades courts, mais des stop loss courts, mais les stop loss courts vont forcément amener vers un taux de réussite qui est faible, mais par contre quand ça va passer, et on en parlera sur Giorgio, sur Arnaud, c'est là où on va balayer toutes les pertes et faire du profit. Donc, ceux qui font des pertes et qui restent des élèves perdants, c'est parce que les pertes les ont impactés et du coup ils gèrent moins bien leur trade gagnant. Ou peut-être ils sont un peu plus dégoûtés, ils prennent moins de trades et du coup sur l'échantillon de trades qu'ils prennent, c'est moins représentatif. Parce que c'est vrai que si peut-être tu prends 3 trades et que malheureusement les 3 sont perdants, bon tu perds. Mais si au lieu de prendre 3 trades, t'en aurais pris 10
que tu aurais fait les 3 trades perdants si tu n'en avais pris que 3, mais que sur les 7 autres, il y en a un ou deux ou trois qui sont gagnants et qui récupèrent du coup toutes les pertes que tu as faites. C'est ça du coup qui peut expliquer la différence pour toi avec tes élèves entre un trader qui va gagner et un trader qui va perdre. Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que on va appliquer un setup, on va appliquer un process, une méthodologie qui va nous guider vers les setups qui ont des meilleures probabilités de succès, mais en fait, on ne sait jamais lequel va fonctionner. Et donc, si on ne prend que quelques opportunités et pas la totalité, en tout cas, on ne pourra pas prendre la totalité, mais il faut essayer d'en prendre la majorité, les plus belles, parce que du coup, on joue les probabilités et on a plus de chances de tomber sur l'actif ou les actifs qui vont compenser toutes ces pertes. Moi, je pense pas qu'il faille limiter son trading à que quelques opportunités. Je pense que s'il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent, il faut en prendre un maximum, mais par contre laisser euh, le moins possible de place au marché quand il va contre nous, donc avoir des stop loss très courts. Je suis plus dans l'optique de prendre pas mal de trades qui répondent à la méthodologie, mais par contre ne pas leur laisser d'espace sur leur stop loss. Il faut que ça parte directement. Et le problème, ça peut être ne pas prendre un échantillon suffisamment important et laisser trop d'espace contre nous. Parce que quand on laisse trop d'espace contre nous, on n'a pas une rotation des trades comment dire, on n'a pas on va laisser le marché aller contre nous, être dans une position qui est perdante, et du coup cet argent ne va pas servir à prendre de nouvelles opportunités. Alors que si on a un stop loss court, on va être éjecté dans l'heure, la demi-heure ou les quelques heures qui vont suivre notre prise de position, et on va pouvoir allouer cet argent et ce capital et le mobiliser sur une nouvelle position qui a ses chances de performer. Donc tenir une position perdante parce qu'on a un stop loss qui est large ou trop important, c'est aussi ne pas profiter de nouvelles opportunités. Ok, donc il y a deux choses que tu as dites. Donc tu as parlé du mot chance. Donc c'est vrai que finalement toi tu vas pas filtrer beaucoup les trades. Tu vas en prendre une certaine quantité et sur le nombre de trades que tu vas prendre et que du coup tes élèves vont prendre, ben, donc c'est pas le hasard, c'est probabilistiquement parlant. Il y en a certains qui vont bien fonctionner, d'autres qui vont mal fonctionner. Mais comme ceux qui vont bien fonctionner, tu vas essayer de gagner 3, 4, 5 fois ce que tu as risqué, du coup ça compense. Et donc tu as ces deux approches dans du trading. Il y en a qui vont faire du surfiltrage, qui vont essayer de regarder quel est le trade qui va vraiment exploser. Et d'autres, si j'ai bien compris comme toi, où tu vas plutôt voir là où les marchés bougent et tu vas dire, donc le momentum dont on a parlé la dernière fois, tu vas prendre plusieurs trades et forcément il y en a quelques-uns qui vont bien fonctionner. Et ça, du coup, lorsque tu fais une série de trades perdants, tu es forcément frustré, tu es moins motivé, surtout quand tu fais une formation, tu as payé pour faire une formation, du coup tu as une certaine attente, tu penses que du coup tu vas gagner, faire des bons trades, et pas de bol, tu fais une série de pertes, ça te dégoûte, tu prends moins de trades, et puisque tu prends moins de trades, soit tu es très chanceux, et les peu de trades que tu prends se passent bien, soit t'es pas chanceux et les peu de trades que tu prends du coup se passent pas bien. Et ça pour toi ça expliquerait la majeure partie, enfin c'est la raison principale qui expliquerait la différence majeure entre les élèves qui gagnent et les élèves qui perdent. Alors, c'en est une. Je pense en fait qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas sur les marchés, comme tu disais, que la part de chance est quand même assez importante. On met les probabilités de notre côté avec la sélection des actifs qui ont un fort momentum, qui se déplacent vite, qui sont à sens unique, etc. Mais le setup en soi, il peut ne pas fonctionner. On peut être sur un très bon actif et il va falloir s'y reprendre à une, deux, trois, peut-être quatre fois avant que ça fonctionne et que ça nous rémunère. Euh, Ouais, ça faut entre guillemets, pardon, faut les couilles quoi de tenir quoi. 2, 3, 4 trades perdants d'affilée sur le même actif. Mais de prendre une cinquième fois le trade sur le même actif, c'est vrai que pas tout le monde le ferait. Moi, je sais pas si je le ferais. alors, cinq fois, c'est peut-être beaucoup, mais déjà deux, trois fois, c'est plutôt dans ce qu'il faudrait faire. Mais voilà, il y a cet aspect-là où on contrôle presque rien sur les marchés. On contrôle ce qu'on achète, combien on en achète, combien on en vend, où est-ce qu'on le vend. On va filtrer avec des critères de momentum selon notre méthode, mais derrière, le setup, il faut qu'il y ait du relais. S'il n'y a pas de relais, en fait, c'est ça, c'est le relais qui nous rémunère. On peut prendre n'importe quel setup, une cassure, une contraction, un pullback, une réintégration.
s'il n'y a pas de relais, on n'est pas payé, on n'est pas rémunéré. Et relais, c'est dire quoi pour toi, relais? Genre momentum, mouvement qui part derrière? Non, enfin, le momentum, c'est plus le mouvement dans sa globalité. Le relais, c'est plus est-ce qu'il y a du flux acheteur ou vendeur après votre setup? Est-ce que ça va directement dans votre sens ou est-ce que ça va pas dans votre sens? Et en fait, nous, on est rémunéré quand le setup, il y a du relais derrière, il y a un flux qui va directement dans notre sens. Et en fait, en réalité, on se rend compte que les setups, la majorité du temps, il y a pas de relais. Donc, à quoi bon rester en position sur un setup où il y a pas de relais? Vaut mieux prendre une petite perte et reprendre un autre setup où il y aura potentiellement du relais. Et en fait, on se rend compte aussi que oui, la contraction de volatilité, ça a quand même des atouts et des avantages énormes dans le sens où on va avoir une explosion de la volatilité qui suit, on sait qu'il va y avoir un mouvement derrière, mais en réalité, on pourrait prendre n'importe quel setup et s'il n'y a pas de relais derrière, ben, on ne sera pas rémunéré. Donc, Ça, c'est vrai, ça me rappelle une expérience que j'avais faite il y a des années, où je voulais montrer aux gens qu'en fait, ouais, le setup, on s'en fout. Et que le plus important, c'est de prendre le trade, d'être dans le sens du mouvement finalement, et de bien gérer le trade. Et c'est ça qui fait la différence entre finalement un trader gagnant et un trader perdant. Ça n'a rien à voir avec la technique. Et la conclusion de cette expérience, c'était non seulement ça, qu'il n'y a pas que la technique dans la vie, que c'est surtout la gestion, et puis après la gestion du trade et gestion des émotions, mais qu'aussi finalement, si on fait un petit crochet philosophique, finalement, un setup de trading, ça n'existe que dans ta tête. C'est ce qui t'oblige, toi, à rentrer sur le mouvement pour espérer capter, en fait, une partie d'un momentum et d'un mouvement. Mais ça pourrait être, comme tu as dit, n'importe quel setup. Mais bon, là, on divague du sujet. Donc pour la psycho, donc la différence entre un trader gagnant et un trader perdant, bien sûr, j'ai oublié de préciser, à technique et niveau égal. Bien sûr, il y a des gens des élèves qui vont perdre ou des traders qui vont perdre parce qu'ils n'ont pas une bonne technique, qui font des erreurs, soit des erreurs classiques que tout le monde fait, genre un contre-tendance ou rentrer, je sais pas, avant une news ou quoi, et des erreurs qui sont plutôt spécifiques à ta méthode. Donc toi, par exemple, tu as un ensemble de règles et peut-être que des fois un élève ne suit pas les règles et soit il a de la chance et ça passe, soit il n'a pas de chance et ça passe pas. Mais à niveau égal et à expérience égale, du coup, la différence pourtant entre un trader positif et un trader négatif, notamment dans tes élèves, c'est la psychologie, quoi. C'est le fait que quelqu'un n'arrive pas à supporter une série de pertes et du coup, il perd un peu la confiance, il prend moins de trades et après, c'est les lois de la probabilité et des grands nombres. ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, et ça revient aussi à dire que c'est pas que le trading n'est pas pour tout le monde, déjà, le trading n'est pas pour tout le monde, mais aussi les approches ne sont pas pour tout le monde. Et il y a un élève du coup qui te rejoint et qui veut trader avec toi, et qui veut suivre ta formation. Il faut du coup qu'il soit conscient que effectivement toi ce que tu proposes c'est pas un taux de réussite très élevé, c'est par contre de faire des gros coups et de temps en temps gagner gros et puis ensuite faire des petites pertes. Et si les gens qui suivent ta formation ils s'attendent à avoir, j'exagère, mais 100% de taux de réussite et gagner tous les jours, mais du coup s'ils ont ce type d'attente ils vont être déçus et ça va faire qu'ils vont perdre de l'argent finalement. Et puis après, ils pourront dire « Ah, c'est n'importe quoi cette formation, etc. » Au lieu de réfléchir en disant « Non, cette formation n'est pas pour moi, cette méthode, ça ne me convient pas. » Et ça revient aussi du coup au fait de comprendre qu'avant de prendre une formation, il faut se renseigner sur le formateur, sur la méthode, et est-ce que c'est quelque chose qui nous correspond psychologiquement. Ouais, tout à fait. C'est une méthode qui n'a pas un taux de réussite très élevé en moyenne, mais, euh, mais qui peut faire des très, très gros résultats. On en parlera avec Giorgio tout à l'heure. Je pars du principe que ceux qui arrivent à perdre le plus souvent petit sont ceux qui peuvent le faire le plus de performance. Parce que, encore une fois, le relais derrière un setup, il est pas forcément, on peut pas le prévoir. C'est un peu de la chance, ce que tu disais sur ton expérience. Donc il faut accepter systématiquement que bah, il n'y a pas de relais derrière notre setup et ne pas s'entêter à vouloir avoir raison. Se dire bah non j'ai mon meilleur, un bon setup, mon setup c'est le meilleur. Non en réalité c'est le marché qui décide. S'il n'y a pas de relais derrière, vaut mieux couper et puis après aller chercher une nouvelle position. Et ça permet aussi de pas trop mobiliser du capital. Moi on en parlera. J'avais fait une vidéo sur YouTube mais mes positions perdantes elles durent maximum un jour. Et en général, je suis éjecté au bout de une demi-heure, une heure. Ça veut dire que du coup, j'ai une gestion asymétrique. Je garde
uniquement les trades gagnants et les trades perdants sont éjectés dans les minutes, les heures et dans la foulée finalement. Et ce qui fait qu'on est toujours en train de tenir des trades gagnants et on teste le marché et si ça marche pas, ben, on éjecte rapidement. Voilà. J'aime bien cette idée de tester le marché. Ouais. Tu testes un peu à droite à gauche, genre t'es genre un pêcheur, et quand t'as mort, bah, tu restes et tu prends. Ouais, c'est ça. En plus, j'adore la pêche, donc. Mais, euh, mais ouais, si on étudie un petit peu les meilleurs traders, souvent c'est cette psychologie-là. Richard Denis, on parlait des turtles, tu parlais des turtles souvent à l'époque. Euh, il paraît qu'il avait à peu près 5% de taux de réussite, et pourtant il a réussi à faire quand même 400 millions. Après, c'était aussi peut-être c'était à une époque où, enfin, tu vois, entre guillemets, c'était plus facile peut-être de faire de la perf avant, ou ça fait que monter depuis 100 ans. Mais ça, c'est un débat. Ouais, il a eu peut-être des marchés plus faciles, mais c'est pour montrer que finalement le taux de réussite c'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est quand on a un gros poisson au bout de la ligne, c'est de le tenir et la plupart du temps on prend des petites pertes et on limite la casse. Et donc Et j'ai une question à ce niveau-là, je dérive un peu du sujet. Quand du coup tu tiens à une position gagnante, est-ce que tu vas rajouter, est-ce que tu vas pyramider, est-ce que tu vas faire grossir ta position ou pas du tout? alors ça peut m'arriver, mais j'ai remarqué que souvent je foutais en l'air mon trade. Parce que j'ai des convictions énormes et je renforce un peu trop, et ce qui fait que ça va rehausser mon PRU. Et souvent, j'ai tendance à me faire stopper flat sur mon PRU alors que je gagne 5 10 fois mon risque sur la première partie initiale. Donc, pas tellement parce que j'ai compris en traquant un peu mes trades que ça a impacté trop mon PRU, en tout cas la façon dont je le faisais, et que je sortais régulièrement flat de très belles positions. Donc non, en général, j'essaie de rentrer et de sortir. Et, euh, et voilà. Ok. Désolé pour la parenthèse. Quand tu disais garder le poisson, ça m'est fait penser. Voilà. Ok. Alors, si tu veux, avant de parler de Giorgio, moi j'ai une expérience qui est quasiment similaire à la tienne. Après, de temps en temps, j'avais aussi vraiment des chats noirs et des gagnants en loto. Alors, je suppose qu'on en a aussi, mais si on répartit tous les effets, ça fait une forme de cloche. Tu as les extrémités de ceux qui perdent beaucoup, ceux qui gagnent beaucoup. En fait, ceux qui perdent beaucoup et ceux qui gagnent beaucoup, et c'est aussi le cas pour tes élèves, c'est pas forcément ceux qui respectent ou ne respectent pas l'enseignement. Par exemple, moi, dans les élèves qui ont le mieux performé, eh ben, c'est pas les élèves qui respectaient à la ligne, enfin, à la lettre, la méthode. C'était des fois ceux qui se prenaient quelques libertés ou qui adaptaient la méthode à eux. Ce qui est très bien, puisque moi j'ai toujours dit aux élèves que j'avais, ce que je vous montre, c'est ma manière de voir les choses. Donc il y a une sorte de tronc commun. Maintenant, si vous voulez performer, vous pouvez pas faire un copycat. Il faut que vous adaptiez, il faut que vous ajoutiez votre petite touche pour que ce soit votre méthode. Donc si tu veux, ceux qui gagnaient le plus, c'est un peu ceux qui adaptaient. Et ceux qui perdaient le plus, c'était pas forcément ceux qui ne respectaient absolument pas la méthode. C'était souvent ceux qui avaient vraiment juste pas de chance. Alors, il y a le petit côté probabiliste, un peu comme toi, les gens qui perdaient plus souvent, ben forcément, ils prenaient moins de trades. Et le malheur, c'est que les rares fois où ils prenaient des trades, et ben, ça se passait mal. Mais en fait, si tu veux, ils étaient dans une sorte de cercle infernal comme ça. Et pareil, chez les gagnants, c'était aussi des mecs qui avaient énormément de chance, quoi. Quoi qu'ils faisaient, ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Donc, si tu veux, ces extrêmes-là, je les mets de côté, mais je suppose que tu en as aussi. Et je connais aussi un gars, pareil, dans la crypto, donc tu sais que maintenant je suis plutôt crypto DeFi. Et lui, où qu'il aille, après, il y a un hack où il y a un problème et il perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des investissements quasiment au même moment. Moi, ça a très bien marché parce que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Et lui, ça a mal marché parce qu'il n'a pas eu de chance. Et pourtant, on a commencé au même moment. Et là, encore une fois, pareil, à chaque fois qu'il va quelque part, il se passe une couille après. Donc, il y a vraiment des chats noirs, malheureusement, c'est la vraie vie. Mais du coup, ça, c'est les extrémités de la cloche. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était maintenant dans la cloche, qu'est-ce qui expliquait la différence entre les gagnants et les perdants. Et donc, j'ai eu les mêmes conclusions que toi, mais je voulais te parler d'une anecdote qui, moi, m'a, entre guillemets, pas marqué à vie, j'exagère en disant ça, mais dont je me rappellerai toujours. Donc, moi, si tu veux, je faisais des groupes de formation. Donc, je faisais un groupe de janvier à mars, un groupe de mars à juin, etc. En gros, 4 groupes par an, 3 mois.
Et je crois que je crois que c'était en 2012 ou 2013, mais je crois que c'était 2012. Et le premier groupe que j'ai eu au cours de l'année, donc ils ont fait leur théorie pendant 3 mois, puis après il y avait la pratique, le coaching. Et en fait, les marchés à ce moment-là étaient faciles pour la méthode que moi j'enseignais. On faisait donc du suivi de tendance sur des grosses UT, H4, etc. Et ça, c'est bien, ça a bien fonctionné. Et quasiment tout, c'était un groupe de 8 ou 10 personnes, quasiment tous les élèves étaient gagnants. Et quelques mois plus tard, j'ai pris un autre groupe. Je leur ai fait la même formation, la même durée, 3 mois, etc. Ensuite, ils ont commencé le coaching. Sauf que le groupe entier a commencé à trader lorsque les marchés étaient défavorables à la méthode. Puisque, bien évidemment, comme tu le sais, bah, tu peux pas, enfin, une méthode, elle s'adapte à un certain type de marché. Et certains types de marchés sont plus faciles que d'autres, etc. Et ce qui était intéressant, c'est de voir en fait l'évolution des deux groupes au fur et à mesure du temps. Donc le groupe qui avait commencé par faire des gains, ils avaient accumulé de la confiance et la confiance a fait qu'ils ont continué à gagner de l'argent. Alors que le groupe qui avait commencé sur un marché compliqué, mais vraiment tout le groupe, j'avais très très peu de taux de réussite, il y avait peut-être 1 ou 2 élèves qui étaient positifs, tous les autres étaient négatifs. Et eux, ils ont à jamais perdu, en tout cas avec mon enseignement. Après, peut-être qu'ils sont partis voir d'autres formateurs, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était ça, c'est que le groupe qui a commencé, donc la même année, la même formation, le groupe qui a commencé par faire des gains, c'est des élèves qui sont restés avec moi pendant des années et qui étaient positifs. Le groupe qui a fait des pertes, ils se sont tous démotivés, ils ont tous quasiment perdu. Et puis pour eux, finalement, la formation, c'était de la merde. Hein. La plupart m'ont dit, bon, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ça marche pas, etc. Alors qu'inversement, les élèves du début d'année, ils étaient super contents. Et ça montre effectivement l'impact énorme, pas que de la psychologie, parce que bien évidemment, il y a l'aspect psychologique, mais aussi l'aspect facteur chance, quoi. Si tu commences à un bon moment et que ça se passe bien, ben, tu as envie de continuer, tu es motivé, tu es content, etc. Quand tu commences, quand tu commences à trader et que ça se passe mal, tu te poses des questions, c'est pas que de la psychologie, c'est aussi factuel. Comment tu fais des pertes, ben, tu vas voir ailleurs, tu vois autre chose. Et tu as la même chose avec la crypto. Tu as ceux qui ont acheté bas, qui sont aujourd'hui crypto-enthousiastes, ceux qui ont acheté haut, qui ben, des fois deviennent anti-crypto, et parce que ben, eux, ils n'ont pas la même expérience, si tu veux, que ceux qui ont acheté bas. Et ça, je trouvais ça intéressant, et ça fait que des fois, finalement, le trading, c'est comme la vie, c'est pas juste. Ça dépend quand est-ce que tu commences, ça dépend avec qui, ça dépend comment. Ben, certains auront du succès quand d'autres n'en auront pas. Et la différence, c'est pas forcément la psychologie, c'est pas forcément la technique, c'est juste le facteur chance. Quand est-ce que tu commences et puis voilà. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et quoi que tu fasses dans la vie, en fait, tu peux l'appliquer à tout, quoi. Quoi que tu fasses dans la vie, t'as toujours le succès s'explique toujours pour moi par le petit facteur chance, quoi. Si tu commences pas au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne, même si t'es le meilleur, le plus intelligent et tout, ça marchera pas. Après, ça, c'est ma vision des choses. C'est vrai que nous, on est dépendant aussi du contexte de marché, donc il y a des moments où c'est plus simple, des moments où c'est plus difficile. Et quand on commence dans un marché qui est difficile, ben, soit on trade pas, soit on trade peu. Et quand on commence, ben, on a envie de trader, quoi. C'est ça qui est délicat à faire comprendre, mais bon, voilà, c'est le jeu. Il y a pas de contexte stable sur les marchés. Il faut pouvoir s'adapter. Et donc ça joue sur la psychologie, ça joue sur l'envie, et évidemment les résultats. Ouais.